Bonjour à tous. Voici la suite et la fin du dernier chapitre qu'on a vu, celui des asservissements. On avait étudié l'asservissement d'un moteur euh, en, en vitesse et on a étudié le système pour trouver ces trois caractéristiques qui sont la stabilité, l'aérostatique et le temps de réponse. Dans un premier temps, on a étudié le système en régime permanent pour trouver justement la stabilité et l'aérostatique. On l'a fait en boucle fermée et en boucle ouverte. Puis ensuite, on est passé en régime transitoire et on a considéré l'équation du moteur, mais on l'a simplifié en le mettant, en considérant que L égale à 0. Et on s'est retrouvé avec un système du premier ordre. Et dans ce cas-là, on a trouvé l'équation exponentielle qu'on a tracée et on a déduit à partir de ça que le temps de réponse était égal à 3 taux. On l'a fait aussi en boucle fermée et en boucle ouverte. Et on a trouvé que finalement, l'asservissement a permis de diminuer le temps de réponse comme il a diminué l'erreur statique. Donc c'est tout que du bénéfice. Maintenant, on va étudier le système mais sans négliger L. Donc premièrement, on a déjà fait cette équation-là, on l'a déjà trouvée à l'équation différentielle du moteur en second ordre, mais on l'avait simplifiée en mettant L égale à 0. Cette fois-ci, on garde L. On va se retrouver avec d'autres paramètres. Pour le premier ordre, c'était taux et B, les deux seuls paramètres qu'il y avait dans le système du premier ordre. Ici, on va se retrouver avec trois paramètres. B toujours ne change pas puisque B, c'est le paramètre qui donne la valeur finale, donc en régime permanent. Par contre, là, on va avoir 1 sur oméga n au carré, ici, qui va être égal à Lj sur k au carré. Puis ensuite, un deuxième paramètre qui est z, et le terme 2z sur oméga n. Donc c'est une écriture standard pour toutes les équations du second degré. 2z sur oméga n égale à Rj sur k au carré dans le cas du moteur. Donc je vous rappelle que cette équation-là, c'est une équation standard de tout système asservi du deuxième ordre. La seule chose qui change d'un système à un autre, c'est la valeur de oméga n, la valeur de z et la valeur de b. D'après donc l'égalité, moi j'ai mis des petits carrés en différentes couleurs pour qu'on puisse trouver la valeur de chaque paramètre. Donc 1 sur oméga n au carré égale Lj sur k au carré, 2z sur oméga n égale Rj sur k au carré, et b égale a 1 sur k, ça on l'avait déjà dit dès le début quand on a étudié le moteur, même en régime permanent. Ce qui fait que oméga n, ça va être, si je prends celle-ci, ça va être k sur la racine de Lj, oméga n, puisque 1 sur oméga n au carré, c'est k au carré sur Lj. Et d'après les valeurs que j'ai données, vous allez trouver 3 radians par seconde. C'est ce qu'on appelle la pulsation libre. Ensuite, si je veux déduire z, ça sera Rj sur k au carré multiplié par oméga n et divisé par 2. Donc Rj oméga n sur 2k au carré, ça me donne 1,7. C'est le coefficient d'amortissement. Le B égale à 5, c'est le gain statique, il n'a pas changé, que ce soit en régime permanent, un système du premier ordre ou bien du deuxième ordre. Alors là, les solutions, je ne vais pas les démontrer, ça c'est au professeur de maths de le faire. On vous dit qu'il y a 4 solutions qui vont dépendre de la valeur de z. Si z est égal à 1, on va avoir ce qu'on appelle un régime apériodique. Apériodique, ça veut dire qu'il n'y a pas d'oscillation. Une seule racine réelle R égale oméga n, et ça me donne cette solution-là. Voici l'équation de oméga de t. Ok. Alors, sinon, on vous dit qu'il n'y a pas ni oscillation ni dépassement. C'est-à-dire c'est une exponentielle. On verra la courbe tout à l'heure. C'est ici, en rouge. Vous voyez qu'il n'y a pas de dépassement, il n'y a pas d'oscillation non plus. Lorsque z est égal à est supérieur à 1, ici deux racines réelles, R1 et R2, moins z oméga n plus ou moins oméga n racine de z carré moins 1, on peut les calculer puisqu'on connaît les valeurs de z et de oméga n. Et on obtient une équation, cette fois-ci, on n'a pas un seul exponentiel, on a deux exponentiels avec deux taux différents. La courbe est à peu près la même que pour la première, c'est-à-dire que lorsque z est égal à 1. Là non plus, il n'y a pas d'oscillation, il n'y a pas de dépassement. Toujours en rouge. Donc là, en rouge, j'ai mis z supérieur ou égal à 1. Z est supérieur ou égal à 1. Maintenant, si z est inférieur à 1, on va avoir la racine d'un chiffre négatif, ce qui dit qu'on va obtenir des complexes. Et si on a un complexe, ça veut dire qu'il y a du sinusoïdal dans la solution. Effectivement, on va obtenir le produit d'un signal sinusoïdal ici, sinus oméga pt plus phi, et multiplié par une exponentielle négative. Donc il va y avoir des oscillations, mais ces oscillations-là vont diminuer avec le temps.
comme lorsqu'on fait balancer un objet, les oscillations se balancent et puis à la fin, ils s'arrêtent. Et ce qui donne la courbe en vert. Hein. La courbe en vert, c'est lorsque z est inférieur à 1. Mais on a aussi un cas un peu particulier, c'est lorsque z est égal à 0. Dans ce cas-là, on va régir ce qu'on appelle un régime périodique. Donc un signal sinusoïdal tout simplement. La réponse est sinusoïdale non amortie. Le système n'est pas stable, mais il n'est pas instable, parce que la valeur ne tend pas vers l'infini, mais on ne peut pas la calculer non plus. On ne peut pas dire qu'il y a une valeur finale. Ça, c'est impossible. Voilà donc les 4 cas mathématiquement possibles, en fonction des paramètres que j'ai donnés du moteur, et surtout du moteur, oui, bien sûr. Bien, alors, maintenant, à partir de cette courbe-là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver le temps de réponse. Si j'ai la courbe, c'est pas compliqué, hein, je vais tracer deux lignes, une à 1,05 et l'autre à 0,95. S'il y a des oscillations, dans ce cas-là, le temps de réponse, c'est lorsque je vais atteindre 0,95 de la valeur finale, mais sans dépassement. Ce qui veut dire que le temps de réponse en vert, ça sera celui-ci, là. Le deuxième, si z est inférieur à 1, c'est ici. Donc là, c'est lorsqu'il y a des dépassements. S'il n'y a pas de dépassement, ça va être celui-là. Donc, un système qui n'oscille pas a un temps de réponse plus rapide que celui où il y a des oscillations, ce qui est logique. Maintenant, nous, si on n'a pas la courbe, comment on fait? J'ai une courbe ici. Si on n'a pas tracé, je veux dire, la courbe de la valeur mesurée, ou bien de oméga en fonction du temps, on nous dit que on va utiliser une autre courbe ici. Cette courbe-là, elle est valable si z est grand. Mais si z est très faible, on peut dire que le temps de réponse est égal à 3 taux sur z. Voilà, on vous dit que le temps de réponse est égal à 3 taux sur z. Sinon, on utilise la courbe suivante. Qu'est-ce qu'elle me donne cette courbe? Elle me donne en bas, en abscisse, la valeur de z, et en ordonnée, elle me donne le produit du temps de réponse avec oméga n, tr fois oméga n. Ce qui veut dire que si je connais la valeur de de z, pardon, là on avait dit combien, on avait calculé combien la dernière fois, on avait calculé que z était égal, ici, z est égal à 1,7 et oméga n égale 3 radians par seconde. Alors je vais sur la courbe, qui va être donnée bien sûr, parce que on n'a pas de... Donc ici je prolonge à la valeur z égale 1,7 sur la courbe en noir. Sur la courbe en noir, et puis ça va me donner un produit égal à 10. Ça veut dire que TR va être égal à 10 divisé par oméga n. Voilà, TR c'est 10 sur oméga n, ça me donne 3,33 secondes ici pour ce système-là. Voilà, c'est très simple. On n'a même pas besoin de donner les valeurs, enfin, on doit calculer z bien sûr et oméga n. Et juste avec ces deux valeurs-là, on peut trouver le temps de réponse. Parce que c'est celui-là qui nous manque. Alors, maintenant en boucle fermée. Je vous rappelle qu'en boucle fermée, on va brancher la valeur mesurée sur le comparateur. Autrement dit, on va obtenir que epsilon égale à U0 moins UM. Comme on a fait pour le système du premier ordre. Et on va remplacer UM par G oméga. Alors ce terme G oméga, G fois oméga qui est à droite, si j'enlève les parenthèses, ça va me donner GH oméga de T. Je ne dois pas le laisser à droite de l'équation, il faut qu'il vienne à gauche. Et je vais mettre en facteur, bon je le ramène à gauche en mettant un plus. Puis je vais mettre oméga en facteur ici, dans ces deux valeurs-là. Ça va donner ceci, oméga de T facteur de 1 plus GH. Et comme dans l'équation standard, oméga de T doit rester seul, sans multiplication, je vais diviser tout par 1 plus GH. Ça me donne que, au lieu de 1 sur oméga n au carré, je vais avoir 1 sur 1 plus GH facteur de oméga n au carré. Au lieu de 2z sur oméga n, je vais avoir 2z sur 1 plus GH fois oméga n. Et à droite, bien sûr, ça vous rappelle quelque chose, h sur 1 plus GH, c'est la transmittance en boucle fermée qu'on a déjà calculée en régime permanent, en boucle fermée. Alors bien, maintenant, on va essayer de trouver les nouvelles valeurs de oméga n, qu'on va appeler oméga nf, et de z, que je vais appeler zf. 1 sur 1 plus GH oméga n au carré va être égal à 1 sur oméga nf au carré. Et 2z sur 1 plus GH fois oméga n sera égal à 2z sur oméga nf. Et bien sûr, h sur 1 plus GH, c'est TBF, transmittance en boucle fermée.
Ce qui me donne que oméga nf au carré égale à 1 plus gh fois oméga n au carré. Et je vais enlever le carré pour remplacer donc avec une racine oméga nf égale racine de 1 plus gh fois oméga n. Pour zf sur oméga n égale à z sur 1 plus gh fois oméga n. Donc zf égale à z sur 1 plus c'est z sur la racine de 1 plus gh. Je multiplie à droite par oméga nf, je le remplace par son expression qui est 1 plus gh fois oméga n. Bon, je n'ai pas voulu trop détailler les calculs, mais vous pouvez les refaire à tête reposée, tout doucement, pour démontrer le résultat. Voilà donc, si j'ai les valeurs, alors je vais les calculer maintenant. Voilà, il faut les calculer. On va trouver, où est-ce qu'elles sont les valeurs? Bon, je les ai calculées, bon, je les ai mises ici. Hein. On va trouver un ZF qui est égal à 0,98 et oméga NF égal à 5 radios par seconde. Grâce à ZF, comme on l'a fait tout à l'heure c'était 1,7, maintenant c'est 0,98, c'est à peu près ici. Là je projette et j'obtiens à peu près un produit, oméga n fois le temps de réponse égale à 4. Oméga n fois le temps de réponse égale à 4 d'après la courbe, ce qui veut dire que le temps de réponse est égal à 0,8 secondes. Donc là aussi on remarque qu'en boucle fermée, le temps de réponse a été amélioré. 0,8 au lieu de 3,33, c'est une division par 4. À peu près. Bon, donc c'est bon, on a réussi à trouver le dernier paramètre qui nous manquait pour un système du deuxième ordre, c'était le temps de réponse. Maintenant, on va voir une méthode graphique, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que si on trace la courbe, si on trace le chronogramme, pardon, hein, pour ne pas confondre avec cette courbe-là, si je trace les chronogrammes, je vais essayer de trouver le temps de réponse, quel que soit le système, qu'il soit du premier ordre ou du deuxième ordre, qu'importe. Il suffit que je donne sa définition. La définition, c'est lorsque le système arrive à 95% de valeur finale sans qu'il y ait dépassement. Dépassement de plus de 5%, hein, bien sûr. S'il y a un dépassement qui est inférieur à 5%, comme ici, à cet instant-là, ça veut dire qu'on est déjà en régime permanent, ici. Donc comment on va faire? On va faire en TP. Donc je ferme ici le document, et puis on va voir le TP. Le TP, c'est le schéma qu'on a vu en cours, c'est le même que j'ai réalisé ici. Il y a quelques différences. Bon, pour ce qui est du comparateur, il n'y a pas de différence, c'est le même circuit qu'on avait en cours. Le voilà, le premier amplificateur opérationnel. Le deuxième amplificateur, il fait la comparaison du signal en dents de scie avec le signal issu, la différence entre la consigne et la mesure, pour obtenir à l'entrée du moteur, grâce au transistor Q1, on va obtenir donc, ici, on va obtenir un signal dont le T on est variable en fonction de l'entrée de la consigne. C'est la modulation de largeur impulsion. Le moteur que j'ai utilisé ici, c'est un moteur avec des capteurs à l'intérieur. Là, il va donner un signal sinusoïdal, un signal carré, qui est proportionnel à la vitesse de rotation du moteur. Ça ne m'arrange pas parce qu'en théorie, dans le cours, on a dit qu'on voulait des impulsions. Alors j'ai rajouté un circuit qu'on appelle un circuit CR. Le circuit CR, il permet de délivrer des impulsions positives lorsque j'ai un front montant à l'entrée ou bien négatives lorsque j'ai un front descendant. Grâce à la porte inverseuse, les impulsions positives vont être inversées et les négatives vont être supprimées carrément puisque pour la porte, les tensions négatives sont égales à 0. J'attaque ensuite un monostable, mais cette fois-ci à base d'un circuit intégré qu'on appelle le NE555. C'est un circuit standard qui permet de faire des temporisations. Donc le montage, le voici, il n'y a rien à expliquer, bon, c'est pas utile. Parce que ce qu'on cherche nous, c'est juste avoir à la sortie Q, ici, un T-on constant, quelle que soit la fréquence des impulsions du moteur. Et le R4SC4 forme un filtre passe bas avec une fréquence de coupure très basse. Donc il va laisser à la sortie ici seulement la composante continue qui est injectée, donc ici c'est UM, elle est injectée sur le comparateur. Alors comme on a fait théoriquement, on devrait le faire aussi en pratique, c'est-à-dire je vais faire ce montage-là, je vais étudier, tracer les courbes, les chronogrammes, dans les deux cas, boucle ouverte et boucle fermée. Je vais commencer par la boucle ouverte. Donc ici, ce trait-là, je le supprime, je l'enlève. Il n'y a plus de liaison entre UM et le comparateur. Et je vais lancer la simulation. Alors là, j'ai déjà fait, bon c'est pas la peine que je le refasse une deuxième fois, je vous le montre, le temps de réponse va être très lent.
Et au lieu d'utiliser, d'attendre que le système atteigne sa valeur finale, je vais utiliser le chronomètre. Le chronomètre va démarrer dès que je vais lancer le système. Donc, je dois d'abord fermer l'interrupteur. Il est déjà fermé, cet interrupteur-là. C'est lui qui donne la valeur de la consigne à l'entrée. Il est déjà fermé, donc dès que je vais lancer la simulation, c'est comme si j'avais appliqué un échelon. Parce que maintenant, pour le moment, l'entrée, tant que je n'ai pas lancé la simulation, l'entrée est égale à 0. Dès que je vais lancer la simulation, elle va passer instantanément à la valeur U0 qu'on a appelée. Et la sortie va commencer à augmenter, on va observer. Et dès qu'elle arrivera à 95% de la valeur finale, je vais arrêter le chronogramme. Mais d'abord, il faut que je connaisse la valeur finale. Donc je lance la simulation. On va remarquer que bon, l'oscilloscope il prend un peu de temps pour... voilà, vous voyez déjà, elle commence à augmenter. C'est très lent. Et là, je ne peux pas faire de mesure parce que je suis sur le calibre minimum. Hein. Je ne peux pas aller trouver le temps de réponse. Ben, il s'affiche ici après. Donc là, j'attends qu'il arrive à la valeur finale. Ça augmente encore. Bon, je vais supposer que ça, c'est la valeur finale. J'arrête le chronogramme. Je mets un pause ici. Et je vais la mesurer. Donc la valeur finale est à peu près égale à peu près 4,8 volts. Alors j'arrête la simulation et je vais relancer la simulation une deuxième fois. 4,8 volts. Si je veux savoir combien fait 95% de 4,8, 0,95 fois 4,8, c'est 4,5, on va dire au 4,56. Donc je lance la simulation et dès que il arrive à 4,56, je vais la mettre en pause. Puisque j'ai un compteur en bas ici qui compte le temps. Alors j'attends qu'il arrive à 4,56. Bon, je ne vais pas être très précis, mais bon, l'essentiel. Donc 4,56, ça va être à peu près. Là, je suis à 4,33. 4,56, c'est à peu près. Là. À peu près, un peu plus. Hein. On est à 4,38, 3,98, 4,33, 4,40, on a dit 4,58, voilà, à peu près, je fais pause. Et là, je regarde le temps en bas. Le temps de réponse, on a dit pause de simulation, là, on le voit en bas, c'est 26,3 secondes. Ok, 26,3. Ça, c'est le temps de réponse en boucle ouverte. J'arrête la simulation, je rebranche en boucle fermée. Je vais brancher la UM sur l'entrée moins du comparateur. Donc, je vais remettre ce fil à sa place. Voilà. Et je relance la simulation. Cette fois-ci, je vais pouvoir faire la mesure sans avoir à redémarrer deux fois le système. Je lance. Je vais voir apparaître la courbe. Vous allez voir, vous allez remarquer que ça va beaucoup plus vite. Alors, on est déjà arrivé à la valeur finale. Je fais pause. Je vais augmenter ici le calibre pour pouvoir faire des mesures. Alors là, c'est pas très net hein, parce que j'ai lancé la simulation alors que... Alors, je vais arrêter. Je vais ouvrir le... Je vais attendre que l'oscilloscope commence à tracer avant de lancer l'échelon. On attend que l'oscilloscope démarre. Voilà, maintenant je ferme ici. Voici l'échelon et voici la courbe de la sortie. Alors je vais considérer que on est arrivé à la valeur finale. La valeur finale est égale à 2,62. 2,62 exactement. Et 95%, 2,62 fois 0,95, ça me fait 2,5 à peu près. Je vais chercher où est 2,5. Quand est-ce que le signal arrive à 2,5? 2,54, 2,51, 2,50. Je clique ici et je tire jusqu'à t égale à 0, à l'instant où j'ai donné l'échelon. Ça me fait 3,2 secondes au lieu des 26 de tout à l'heure. Donc on voit très bien que le temps de réponse a été nettement amélioré en boucle fermée par rapport à la boucle ouverte. Je peux également calculer la valeur finale, donc on l'a dit, le système est stable, mais je peux aussi calculer l'erreur statique. Il faut juste que je me mette sur le même calibre
de l'entrée et la sortie. Voilà. Et là, je vais tirer ici comme ça, entre là et là. Je tire. Oups, non, ça ne marche pas. Voilà. D'ici jusque là, j'arrive pas à le... Bon. Bien. Je le refais. Voilà. 2,1, c'est l'erreur statique. L'erreur statique, stabilité et temps de réponse. Merci à vous et au prochain cours.